Tu sais, quand on va à Sac, des fois, c'est marqué, il y a des pastilles de goût. Je dis, moi, je connais pas ça. Je dis, gars, on va aller goûter une pastille, là, tu sais, une petite pastille de goût, on va savoir quelle que j'aime, tu sais. Mais quand je me suis rendu compte que c'était juste des petits collants là, qui faisaient comme. Qui identifiaient les pastilles, là, j'ai eu les fous. Là, faut pas que je raconte ça à personne. Puis là, je raconte ça au podcast. Sébastien Boulay, Exactement. vigneron. Exactement. Merci de m'accueillir à ton podcast, Lefty. Oui, un vigneron, tout nouveau vigneron depuis bientôt 5 ans. On rentre dans notre 5e année, dans le fond. Avant d'être vigneron, faire une petite histoire courte un peu de ma vie. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, plus précisément dans la ferme laitière. Mes parents ont une ferme laitière que présentement, c'est mon frère qui a repris la relève. Quand je me suis senti prêt de m'établir, mes parents m'ont aidé à m'établir sur une ferme laitière dans le coin de Pintendre en 2014. Et malheureusement, en 2018, on a passé au feu. Oh. Qui a fait en sorte que la vie ne voulait pas qu'on sorte du chemin des îles, en voulant dire qu'on a regardé pour s'associer avec une ferme laitière beaucoup plus grosse. Divergence de génération. On a regardé pour vendre, racheter ailleurs. Avec l'histoire de quotas, c'était un petit peu plus compliqué. Puis finalement, on avait un vignoble proche de chez nous qui était à 3-4 maisons d'à côté de chez nous. Et on l'avait déjà visité un an avant. Puis c'est ma conjointe qui avait parlé. Puis l'ancien propriétaire, tu sais, il nous a relancé un an après. Tu sais, il dit, quand vous êtes venus nous visiter, vous nous aviez demandé de savoir si on avait de la relève. Il dit, sache que là, j'en ai plus. Fait que si c'est de quoi qui vous intéresse, ben ça va me faire plaisir de vous montrer mon entreprise. Puis c'est comme ça que ça a commencé. T'avais pas de connaissances Non, dans le vin? Puis zéro. J'avais de la connaissance en agriculture, OK. ferme laitière, les animaux. Tu sais, j'étais quand même à l'aise. Mais niveau vigne, zéro open bar. Tu sais, j'étais à l'aise. L'agriculture restera toujours de l'agriculture. Tu sais que ça soit un plan de vigne, ça soit un plan de maïs, que ça soit du foin. Quand tu connais qu'est-ce que la plante a de besoin, tu finis toujours par être capable de bien maîtriser la plante, comme qu'on veut dire. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a stressé le plus, c'était tout ce qui était vinification. Il faut se dire que tout le monde dit que le vin, c'est compliqué. Mais malgré tout ça, il y a de la simplicité dans la complexité. Fait que l'ancien propriétaire nous a montré, lui, comment il vinifiait. Puis suite à ça, ben, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que dans le vin, d'un spiritueux, la seule limite qu'il peut avoir, c'est ton esprit puis ton imagination. Fait que the sky is the limit. Du jour au lendemain, là, t'es devenu passionné Oui. du vin. Je suis tombé comme un enfant de 4 ans. Là. À chaque fois que quelqu'un parle de vin quelque part, je suis comme, je veux savoir tout. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que pour justement avoir le plus de connaissances possible, avoir le plus d'outils autour de moi possible. Fait que je suis comme un enfant de 4 ans à ce niveau-là. Mais vigneron, ça veut pas dire sommelier, ces affaires-là. C'est d'autres connaissances. C'est d'autres ça. connaissances, Ouais. exactement. Un vigneron, c'est un maître de chai. Qu'est-ce qui est un chai? Le chai, c'est la bâtisse où c'est qu'on transforme le vin. OK. La personne qui transforme le vin, soit qu'on l'appelle maître de chai ou vigneron. Un sommelier, ça, c'est vraiment une personne qui va être capable de bien décrire, bien décrire le vin, ça en dit beaucoup. Il peut prendre n'importe quel... Ouais, quasiment n'importe quel vin, puis te dire « Ah, ça, c'est un tel vin qui vient de telle place, ainsi de suite, telle année. » Versus que un œnologue, ça, c'est vraiment un spécialiste du vin. Lui, ça va être plus en laboratoire, qui va décrire tous les aspects un petit peu plus scientifiques là, du vin. Avant d'aller plus loin, là, puis dans le processus de la fabrication du vin, là, décris-moi donc ta première journée, là, quand tu as eu les clés, là, la première fois que tu as eu les clés, là, première journée. Comment ça s'est passé, cette journée-là? Hey, bonne question. Sérieusement, là, très bonne question. Je suis pas une personne qui... je suis pas une personne qui s'emballe vite.
Mais la première journée avec ma conjointe, qu'on est rentré dans le bâtiment pour dire, on s'est regardé, puis on s'est dit, hey chérie, on a un vignoble. J'aurais jamais pensé dans ma vie de dire, on a un vignoble. On a tout un listing de vie un peu. Là, Ouais, ouais, ouais. quand on est jeune, on pense qu'on veut quasiment être astronaute. Puis après ça, on veut suivre les traces de notre père. Mais dire, dans ma ligne de vie, dire, cocher, dire ah, moi, à 45 ans, j'aimerais ça avoir un vignoble. C'était pas pantoute dans ma ligne de vie. Mais la vie nous a apporté là. Puis sérieusement, c'est de quoi qui est très passionnant. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le vin, c'est que il n'y a jamais une année pareille. Il n'y a pas une année que tu te dis ah, cette année, ça va être facile. On est à merci de la météo. On est à merci de mère nature qui fait en sorte que il n'y aura jamais une année pareille. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de quand on arrive à l'automne, quand on récolte le raisin, on se dit bon, on va essayer de cette année, on va encore essayer de faire un vin meilleur que l'année passée, mais similaire. Fait que c'est ça qui est le fun. Ah, t'as pas eu l'impression de te lancer dans le vide? Ah, épouvantable. On appelle même plus ça dans le vide. Là. C'est ça, sauter à parachute, sans parachute, parce que, tu sais, en agriculture, moi, je viens de, comme que j'ai dit plus tôt, mes parents, ils ont une ferme laitière, c'est mon frère maintenant. Quand j'avais ma ferme laitière, j'avais un problème. Hey, pas, comment qu'on fait ça? C'est ça, Hey, là. pas, ou hey, Kevin, mon Kevin, c'est mon frère. Hey, Kevin, ça, tu ferais ça comment? Là, quand c'est le temps de la vinification, là, je peux pas appeler personne de ma famille et dire hey, père, comment faire? Tu sais, j'ai un petit problème avec cette cuve-là dans le vin. Penses-tu que tu pourrais m'aider? J'ai pas dit check sur Malheureusement. Facebook ou sur Internet. Là. Quasiment ça, là. Ça que c'est pourquoi que sauter dans le vide, là, Ouais, j'ai aucune personne autour de moi de ma famille qui peut dire hey buddy, je vais te supporter, puis on va continuer à avancer. On a des personnes ressources. c'est ça. J'ai un œnologue aujourd'hui. J'ai d'autres vignerons que je suis capable de parler. Fallu que tu te bâtisses des nouvelles connaissances. Là. Définitivement. Mais tu sais, quand tu es nouveau là-dedans, là, j'ai même pas été visiter de vignoble avant de l'acheter. Ah non? Nous autres, c'est que on est dans le chemin des îles, on veut rester dans le chemin des îles et on achète un vignoble. Fait que c'est ça. Fait qu'à force, à la longue, on commence à connaître d'autres vignerons. On se fait un réseau autour de nous qui fait que bon ben j'ai tel type de problème. J'appelle cette personne-là. Hey, toi, ça t'as-tu déjà arrivé? Comment tu as été capable de passer au travers? Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que je vais être capable de prendre le même chemin que lui, mais ça me donne des bonnes pistes. Puis à force de lire, puis voir qu'est-ce que les autres font, ben, on s'améliore. À chaque jour, c'est tout le temps un défi. Là. À chaque jour, Définitivement. c'est jamais une journée pareille. Là. Non. Ben, les journées se ressemblent, mais ne sont pas pareilles. Ça dure combien de temps, ça, mettons, telle date à telle date? Après ça, ben là, l'hiver, ça doit être plus tranquille. C'est beaucoup tranquille. L'hiver, techniquement, c'est là qu'on devrait prendre nos vacances. Mais la vigne, dans mon secteur qu'on est, on commence aux alentours du fin avril. Bien souvent, là, dans la dernière semaine d'avril, on a pratiquement plus de neige dans les champs. On commence la taille. En avril, c'est ça. En avril-mai, on fait la taille. Après ça, il arrive le mois de juin, que là, bien souvent, même fin mai, ça bourgeonne. Fait que là, on voit vraiment les dégâts que si on a eu niveau de la gelée l'hiver. Après ça, durant l'été, ben, il y a tout ce qui est la taille verte. Bien souvent, une vigne peut prendre jusqu'à 20 pieds de long. Fait que c'est comme n'importe quoi. On veut pas juste qu'elle fasse du feuillage. On veut qu'elle se concentre au raisin. Fait que au bout de tant de temps, au bout de telle longueur, on fait de la taille verte. Ça veut dire qu'on coupe les têtes, on s'arrange que le feuillage voie le soleil le plus possible. Puis durant l'été, on va faire 3-4 fois la taille verte, qui va faire en sorte qu'on veut vraiment que ça donne toute l'énergie au raisin. Puis après ça, il va avoir le temps de l'effeuillage.
On va enlever de la feuille au niveau des grappes de raisin pour que le raisin voie le soleil le plus possible pour la maturation. Puis après ça, il vient le temps de la récolte. Ça, c'est à quel moment? Comment on fait pour savoir que là, c'est le temps de le cueillir? Scientifiquement parlant, c'est avec les brix. Dans le fond, on va prendre un raisin, on a un réfractomètre qui va t'indiquer le taux de sucre qui est en brix. Fait que bien souvent, on va prendre un raisin aléatoire, on marche dans le vignoble, puis là, on teste le taux de sucre. Puis bien souvent, tout dépendant des cépages, il y a des cépages qu'on peut monter jusqu'à du 20, 22, 23, 24, 25 brix, comme qu'il y a d'autres cépages qu'on aime mieux garder, mettons, du 20, entre 20 et 22 brix. Parce qu'il y en a que trop matures vont redonner des goûts désagréables, comme que d'autres cépages que lui, tu veux vraiment aller chercher le maximum de sucre parce que plus que de sucre, plus que tu es capable de faire un vin alcoolisé, plus que tu vas être capable d'avoir d'autres sortes d'arômes aussi. La température, elle joue beaucoup. Est-ce que ça te stresse, mettons, souvent, la température? Mettons, s'il arrive qu'on a un septembre plus froid, mettons. C'est sûr que ça nous stresse toujours, mais faut pas s'arrêter à ça non plus. Parce que en agriculture, si on serait toujours stressé par rapport à la météo, on virait fou. OK. Surtout cette année, là, dans notre cas. Là. Fait que, tu sais, on finit par se dire, bon, ben, regarde, on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on va essayer de faire aller notre magie dans le chai avec les produits qu'on a pour faire le meilleur vin possible. Il y a toujours des petits trucs pour... je cherche le terme, pour tweaker un peu le vin, là, mais on essaye le moins possible. Le processus, mettons, quand tu le cueilles, il s'en va où après? Tout dépendant qu'est-ce qu'on fait. Exemple, qu'on commence avec du raisin rouge. Journée de cueillette, on passe à l'égrappoir. Fait qu'on vient tout enlever la raufe de la grappe. Fait que toute la raufe sort d'un bord. Le raisin, le jus de raisin monte directement en cuve. Fait que quand on fait du vin rouge, on monte toute la peau avec le jus en cuve. Quand on veut faire du rosé, on enlève la raufe, on presse le raisin, on envoie juste le jus en cuve. Le vin blanc, similaire. Et quand on veut faire du vin blanc orange, là, par exemple, on refait comme du vin rouge. On enlève la rauche, on envoie toute la peau avec le jus en cuve. Fait que, si on revient à notre vin rouge, un coup qu'on a tout mis le raisin en cuve avec le jus, ben on a une période de fermentation à froid que là, on va avoir la fermentation à froid, bien sûr. Dans le fond, on veut de la fermentation à froid, on veut avoir... bien souvent, ça va aider à avoir un petit peu plus de corps à notre vin. Il y a certaines choses qui s'extraient à froid qu'on ne l'a pas nécessairement durant la fermentation à chaud. Fait qu'on veut avoir un petit peu plus de corps à notre vin rouge. Puis bien souvent, on va être capable d'avoir un petit peu plus de couleur aussi, qui va donner un vin beaucoup plus beau à l'œil et dans le verre. Fait que un coup que la fermentation à froid, bien souvent, on parle de 0 à 7-8 jours, des fois, même moins, tout dépendant comment que la cuve a envie de vouloir partir. Quand on sent que la cuve veut vraiment partir en fermentation, ben là, on implante des levures. J'appelle ça des levures commerciales. Là. C'est des levures qui sont contrôlées, qu'on sait qu'avec ce type de levure, on va toujours avoir un vin un petit peu plus similaire. Fait que un coup que notre fermentation est partie, la fermentation peut durer entre 1 à 2 semaines. Des fois un petit peu plus. Des fois, on a des fermentations longues. Comme ça, des fois, ça peut être des fermentations courtes. Bon, on essaie de gérer nos fermentations. Fermentation faite. On ressort tout le jus avec les peaux. On presse le raisin pour vraiment aller extraire le plus possible de jus de du raisin. On retourne en cuve. Après ça, il va y avoir la période qu'on va laisser décanter le vin. Fait que tous les gros sédiments vont tous
aller dans le fond. Après cette période-là, ben, on va faire on va changer de cuve C'est de pour... l'ouvrage? Oui, c'est de l'ouvrage. On change de cuve pour que tous les gros sédiments, dans le fond, on appelle ça de la lie. Puis il y a certains vins qu'on ne veut pas nécessairement garder la lie parce que dans cette lie-là, tu as toutes les levures mortes. Fait que si on les laisse dans la cuve, on peut développer des arômes désagréables qu'on ne veut pas nécessairement. Ça ressemble à quoi, ça, la lie? C'est une genre de mousse? Non, c'est limoneux un peu. OK. C'est OK, c'est un goût, c'est quelque chose dedans le liquide. c'est dense. Là. Mettons, là, OK. exemple, si on pogne une cuve de 1000 litres, on va peut-être avoir pas loin de 100 litres de lit. Là. OK. Que là-dedans, que tu as encore un peu de vin, que bien souvent on remet dans une cuve pour en refaire décanter un peu pour aller extraire le plus possible. OK. Là. Mais cette lit-là, là, pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais, en tant que petit vigneron, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Avoir une grosse coop, il y aurait plein de choses à faire avec ça. Il y en a qui vont cuisiner avec ça. Il y en a qui vont le faire déshydrater pour refaire du textile avec ça. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autre que le jeter. Donc, nous autres, on le composte, là. Mais c'est ça. OK. Le compost, bien souvent, la peau, le pépin, la rafle, on envoie tout ça en compost. La lie, bien souvent, on est rendu un petit peu plus loin en... Bien souvent, on a commencé au mois d'octobre. Là, on est rendu comme plus au mois de novembre. Fait que, tu sais, novembre, on est rendu début de l'hiver. Fait que, bien souvent, au lieu de la sortir, on l'envoie dans le drain, tout simplement. Là. Mais c'est ça. Et dans un monde idéal, dans zéro déchet, avoir un méga déshydratateur, tu le déshydrates puis tu fais du textile avec ça. Ça serait vraiment le fun, mais c'est hors de ma portée pour l'instant. Tout ça, l'espace-temps de tout ça, c'est combien de temps? Quand tu pars, on est parti tantôt on le cueille, puis après ça, ça arrive à la bout de cuisine. À dire, tu fermes la cuve pour dire qu'il va être prêt à l'embouteillage, on peut passer de 1 à 3 mois. OK. Parce qu'il y a des cuves qui vont vraiment... Ben, dans le fond, tu pourrais le faire quasiment tout concentré en dedans d'un mois. Si on utilise toujours des produits spécifiques pour chaque étape pour apporter ça vraiment plus rapidement, il existe des produits pour toutes les étapes. Mais il y a des étapes que tu peux le faire naturellement. C'est comme le tartrage du vin. Le tartrage du vin, là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans une canne de sirop d'érable, là, le sucre qu'il y a dans le fond. Ouais. Bon, ben le vin, il faut qu'il fasse de quoi de similaire. C'est pas du sucre, c'est du sel. Puis, bien souvent, pour que le vin tartre, il faut qu'il y ait un choc thermique. Fait que bien souvent, moi, j'abaisse mon chai en température pour que ce soit vraiment froid, ben, vraiment frais, que mon vin va se tartrer naturellement. OK. Mais on voudrait, on peut avoir des acides tartriques. Tu saupoudres ton vin et il va se tartrer, puis ça va prendre 2 semaines. Là. Ah, il a fallu t'apprendre tout ça dans une En année, peu de mais temps. l'ancien propriétaire t'a sûrement aidé à... L'ancien propriétaire m'a montré les versions accélérées. OK. Mais tu sais, il a quand même toujours été à l'écoute là, pour dire bon, ben, si j'avais besoin d'aide, je pouvais l'appeler. Mais je suis une partie. C'est pas pour te dénigrer, papa, si tu écoutes le podcast. Notre père nous a toujours appris à. Je te le montre une fois, 2 fois, 3e fois, t'as d'affaires à écouter. Fait que, tu sais, on s'est mindé assez rapidement que quand quelqu'un nous montre de quoi, on l'apprend rapidement. Fait que je suis une personne quand même assez autodidacte qui fait en sorte que, ben, c'est ça, quand quelqu'un me montre de quoi, là, je l'apprends très rapidement. Ah, c'est vraiment un beau défi. Alors, si on parle de le vin blanc, mettons, on en boit justement, là. Mm-hmm. Tu peux-tu m'en parler un peu de ton vin blanc? Oui. Le vin... Je te parle déjà, on va arrêter de boire du vin. Le vin blanc qu'on boit présentement, c'est un vin blanc qu'on est dans du Vandalclich Okanagan Riesling. C'est un blanc qui on est principalement dans les arômes de pommes vertes. On est sec. On est aux alentours de 2,5 g de sucre résiduel. C'est un vin blanc qui va s'apprêter super bien
en mangeant ou même en apéro avec tout ce qui est pâtes, viande Ouais, c'est blanche, ça. poisson, fruits de mer. Très agréable. Ok. Puis vois-tu, quand tu étais venu chez nous, on avait bu une version de ce vin-là légèrement effervescent. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que c'était une erreur de conception. Ouais, moi Parce aussi. que du haut de mes 3 ans de vigneron, cette année-là, quand j'ai embouteillé j'avais commencé à embouteiller du vin blanc, de quelques bouteilles pour l'envoyer en analyse. Puis, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, c'était une semaine qui faisait pas de temps beau. Puis j'avais tout mon monde pour embouteiller. Fait que j'ai dit, hey, by the way, on a embouteillé ça pour les analyses, mais je crois dur comme fer que tout est correct. Fait que let's go, on embouteille. On avait embouteillé genre 2000 bouteilles de ce vin Ah ouais. blanc-là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on n'avait pas mis assez de sulfite dedans. Puis, il a fait en sorte qu'il a fait une mini-refermentation dans la bouteille. C'était pas mauvais en soi, mais ça aurait pu être pire. Là. Ça aurait pu être catastrophique même. Là. T'sais, sur mon 2000 bouteilles, je pense qu'au final, j'ai eu juste, je pense, une douzaine de bouteilles pour dire que le bouchon, il a popé puis qu'on a perdu du vin. Là. Mais sinon, ça s'est tout bien réglé. Ça, c'est quelle sorte de... T'as une question? Un vin effervescent, c'est que quand il y a une refermentation en bouteille, il se crée du CO2. Puis comme tout ce qui est dans mousseux, champagne, ainsi de suite, c'est le CO2 qui donne le côté bulle. Fait que c'est pas mousseux parce qu'il était pas hyper pétillant, il était juste légèrement effervescent. Donc, mettons, on popait le bouchon, il se mettait pas à vouloir vider de la bouteille, mais tu voyais toutes les petites bulles remonter. Fait que juste de minuscules bulles, on a un petit côté effervescent. Puis quand on a vraiment des grosses bulles pour dire que la bouteille mousse, là, on tombe dans du pétillant. Exact. Mais tu sais, ça, tu dis c'est en apéro. Bien souvent, le monde va prendre ça en apéro. Puis, est-ce Ben, qu'on peut... Durant le souper, on peut-tu Oui. transformer en vin rouge? Ou faut pas mélanger ça, c'est les couleurs, là. C'est une drôle de question, mais... Mais je te dirais que bien souvent, quand on dit qu'il ne faut pas mélanger, c'est plus que bien souvent, on commence avec des vins secs, qu'on s'en va tout le temps vers le plus sucré. Parce que quand tu fais le contraire, tu as un clash un peu niveau gustatif. Mais encore là, c'est vraiment propre à tout le monde. Parce qu'il y en a que sont capables de prendre une gorgée de rum and coke, qui vont se prendre un shot de tequila, puis qui vont revenir sur le vin blanc sec. Fait que tu sais, t'as 3 choses complètement différentes d'arômes. Fait que dire que faut pas, moi rendu là, c'est propre à chacun de leur choix, puis comment qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont dans leur bouche aussi. T'en bois de ça tous les jours? Sérieusement, non. Non? Je ne suis pas un grand buveur tout court. Assez que ma blonde aime pas ça. En voulant dire, ma blonde, elle, est capable de dire hey, moi, on est mort du soir, j'ai le goût d'une coupe de vin, je rouvre une bouteille, je prends une coupe de vin. Elle n'est pas là pour descendre la bouteille, mais elle est capable de prendre 1-2 coupes, on passe à d'autres choses. Elle me trouve plate parce que moi, je suis un buveur social, en voulant dire que je pas qu'elle n'est pas sociable, ma blonde, au contraire, elle parle beaucoup, mais je sais pas. Moi, quand je suis dans la maison chez nous, là, pendant qu'elle prend sa coupe de vin, moi, je vais être capable de m'épanouir avec un verre d'eau, là, puis ça va être bien correct. Mais mon chum de gars rentrerait, hey, veux-tu une bière? Je vais être capable d'en siffler 3. OK. Ou il dirait, hey, veux-tu un rhum? Je vais être capable d'en prendre un. On prend tout du vin, on va être capable d'en prendre. Mais tout seul chez nous, avec ma blonde, je suis pas capable de prendre aucune boisson. Même, même ma boisson préférée, là, je vais le boire le 3/4, puis après ça me roule dans la bouche. Voilà la pause, puis on revient Aucun problème. avec d'autres... Ça va me faire plaisir. Merci.
On vient de voir la publicité du Bistrot L'Ancêtre, le lieu où on enregistre le podcast. Toutes les semaines, c'est des chums qui m'encouragent. Ils m'ont dit hey, viens faire ça ici. Puis, écoute, c'est une belle place. C'est vieux quand même, hein? C'est combien d'années? 1900? 1825. Quand même. En tout cas. C'est vraiment beau tout. Ah oui, c'est. Le bois, la brique, là, sérieusement. Ben, c'est bon, là. Quand tu viens manger, là, j'en parle tout le temps, le tataki de thon. J'ai tombé en amour avec ça. Ben, c'est ça. Bistrot L'Ancêtre. Danny Desmarais, construction. C'est un cousin. Il m'aide bien gros, il aime ce que je fais, il m'encourage, puis il est devenu partenaire cette saison-là, la saison 2. Il y a Keb, Keb Magasin Général, qui se trouve à être un magasin où les autres, là, c'est juste des produits québécois. Ils n'ont pas d'alcool, ils n'ont pas de vin, là, mais c'est juste des produits québécois. Ils encouragent québécois. C'est vraiment, vraiment super. Puis moi, je vais à tous les semaines. Je suis tout le temps rendu là. Mais il t'offre un petit cadeau à chaque fois que je vais là. Il me donne un cadeau. Tu donneras ça à ton invité. Puis là, il s'informe à savoir c'est qui. Là, cette semaine, j'ai dit que c'est un vigneron. Puis il m'a offert des petits bonbons, mais c'est des petits raisins. Genre, ça n'a pas de raisins. Ça fait un peu concept. Des bonbons raisins. Ouais. Ça doit être super bon. Puis il me dit, hey, gars, il dit, donne ça. Là. Ça, là, c'est des bulles d'érable. Il vient de Saint-Lazare. Puis c'est des produits québécois. OK. Sucré, là, mais c'est sucré, c'est super bon. Là. Puis. Saint-Lazare, c'est. Non, Saint-Zacharie. Ah, c'est ça. OK. Moi, j'ai pas mal. J'ai-tu dit Saint-Lazare? Oui. Aïe, aïe. Parce que je me disais Saint-Lazare. J'ai pas mis proche mes de chez lunettes. nous. Super. J'ai hâte de goûter à ça. Ouais. Puis, on a aussi, ben, si tu viens en famille, à Trois-Rivières, appelle-moi. Mes chums ont ouvert un karting électrique intérieur. C'est super. Ouais. Ah, c'est super. Je suis encore brûlé. Je suis allé en fin de semaine, je suis brûlé encore. Là. Des fois, je manque de l'ouvrage à cause que. Ça roule-tu bien vite, le karting? Ah, ben oui, ça va vite. Là. En tout cas, si tu viens, dis-moi là, je vais y aller avec toi, puis on va avoir bien du fun. Pas de trop. Pas de trop. On a parlé du vin blanc. Oui. Là, on se trouve-tu la petite bouteille de vin rouge? On peut bien. Un bon vigneron, il a toujours de quoi dans ses poches pour ouvrir une bouteille. On va ouvrir ça. Traîne tout le temps ça. Toujours. Un petit canif avec un rebouchon. Toujours d'actualité. Ben, on a goûté à ça. Tu peux m'en parler un peu? Oh, C'est un des plus beaux sons, ça. Puis, il y en a qui sentent le bouchon. Oui. Quelle ça, raison? Là, en sentant le bouchon, là, on s'assure. Ben, de un, on sait si notre bouteille est bouchonnée ou pas. OK. C'est tout simplement pour ça. En même temps, ben, quand tu sens le bouchon, tu sens un peu le cœur du vin. Fait que, Mais bouchonné, mettons, là, si on parle de bouchonné, c'est. Moi, je le saurais pas, là. C'est bouchonné. Ou bien, oui, c'est évident. C'est évident, ça sent le Ok. vinaigre. Un vin bouchonné, c'est un vin qui est rendu vinaigre. OK. Celle-là, non, ça sent pas de vinaigre. Non, il sent pas de vinaigre. Fait que, le petit rouge qu'on va goûter présentement, lui, on est dans du Frontenac noir, Petite Perle, Maréchal Forge. C'est un rouge qui est sec. On est en bas d'1 gramme de sucre résiduel, qui est vraiment sec. C'est un rouge que très difficile de déceler l'arôme principal du vin, mais c'est un excellent rouge pour tout ce qui est avec viande rouge, barbecue, ainsi de suite. Là. C'est un excellent rouge avec ça. Fait que, Puis, souvent, là, mettons, les experts, là, oui. ils se sentent avant. Oui. C'est un peu à cause de. Ils veulent savoir s'il est bouchonné. Non, ben, quand on le sent, OK. on veut voir l'arôme qui se dégage du vin. On fait toujours bouger un peu notre. Plus que tu fais bouger ta coupe, plus que les arômes vont sortir. Fait que. Pas trop habile. Non, ça, faites-en pas. Là. Des fois, là, on est gauche, Ok. là, mais bien souvent, là, Un lefty avec la main gauche. Fait qu'on veut venir sentir les arômes, ainsi de suite. Puis en même temps, tu peux voir un peu C'est ça, là. la robe. Bien souvent, ça va. C'est ça, la robe. C'est On ça, la entend. robe. Ok. Ça va te déterminer un peu ton taux d'alcool. On veut? Oh, ouais. Y a pas de problème. Tout le monde. Une bouteille de vin, c'est faite. Aïe, aïe. Fait que là, la robe est là. Ouais.
La robe va déterminer, dans le fond, l'épaisseur de ta robe, comment que ça coule. Ça va déterminer, savoir Je si, la vois ici. savoir si il est haut en alcool ou pas. OK, ça veut dire qu'il est haut en alcool. Là. Si... Ben, lui, là, c'est un vin rouge. Ce vin rouge-là, on est aux alentours de 13,5% d'alcool. OK. Mais, en tout cas, Toutes les questions sont bonnes. toi, tu ouvres une bouteille de vin, tu peux déterminer combien de À peu pourcentage près. d'alcool à peu À près peu près. avec la robe. Ouais. OK. Puis, quand on le laisse en bouche, là, j'emploie les termes que je suis pas habitué, là. Faites-en pas. De quelle façon qu'on peut déterminer je sais pas le terme de ça, là, mais... Mais dans ta bouche, tu as beaucoup de secteurs sensoriels. Tu vas goûter l'amertume, tu vas goûter les sucres, tu vas goûter l'acidité. Après ça, chaque personne ne goûtera pas nécessairement la même chose. Moi, c'est un des vins que j'ai pas apporté. C'est un vin que certaines personnes, puis tu sais, on est vraiment à l'opposé des arômes, là. Certaines personnes vont déceler des notes de noisette, comme certaines personnes vont rester dans pomme verte. Tellement qu'on était à OK. l'opposé. Mais ça dépend toujours de nos papilles gustatives, ainsi de suite, là. Fait que chaque personne est différente. Tout se travaille, mais c'est ça. C'est de longue haleine, là. Ah, une belle robe. Ouais, en bon français, on peut dire une belle jupe. Ah ouais, mais tu sais, quand on dit charnu, doux, fruité, ces Ouais. affaires-là, là, c'est... Ben, Comment on fait pour le déterminer? Sais-tu quand on y goûte puis Ben qu'on souvent, les roule? sommeliers, c'est principalement les sommeliers qui sont capables OK. vraiment de bien le déterminer. Les vignerons qui ont beaucoup d'expertise vont être capables aussi, parce que bien souvent, le vigneron qui a beaucoup d'expertise, puis il y en a beaucoup de vignerons qui sont sommeliers aussi. Bien souvent, un vin léger et fruité, c'est que c'est un vin qui ne sera pas nécessairement haut en alcool, vraiment avoir de la douceur, puis le vin va vraiment s'exprimer sur le côté du fruit. Ça peut être pomme verte, ça peut être poire, tu peux avoir le côté exotique, ainsi de suite. Il y a des vins blancs qui vont goûter un petit côté plus floral. Fait que bien souvent, c'est rare qu'on va dire qu'il est fruité. Après ça, tout ce qui est aromatique, charnu. Les vins charnus, bien souvent, c'est des vins qui ont beaucoup plus de corps. On va le retrouver beaucoup dans les vins rouges. Les vins qui ont beaucoup de tanins. Bien souvent, là, les vins rouges, là, je sais pas si tu as déjà goûté à ça, un vin là, qui t'assèche la bouche. Là. Quand on Ouais. dirait que tu as mangé une poignée de biscuits soda, Ouais. là, qui fait ça de même. Ben ça, là, bien souvent, c'est les tanins qui viennent assécher. C'est l'astringent du tanin qui fait en sorte que ce vin rouge-là va être un petit peu plus charnu. Fait que plus que tu as de tanin, plus qu'il peut devenir charnu aussi. Puis Ainsi de pourquoi suite. on dit il y a des arômes de pommes vertes? Ou ben pas des arômes, mais tu dis pommes vertes. Ben, C'est... chaque cépage, chaque sorte de raisin a leur particularité. Bien souvent, exemple comme moi, mettons Saint-Pépin, Prairie Star, un petit peu de Conagan Riesling, sa particularité, c'est que principalement, vont donner des arômes de pommes vertes. Fait que moi, la levure que j'utilise dans la fermentation, avec cette levure-là, je sais que 98%, c'est l'arôme de pomme verte qui va s'exprimer le plus. Je pourrais utiliser une autre levure qui pourrait faire sortir un petit côté plus exotique. On pourrait tomber dans d'autres arômes un petit peu plus exotiques. T'sais, il pourrait nous faire sortir des arômes. Je ne dis pas que ça va absolument sortir cet arôme-là, mais peut avoir un petit arôme de banane, peut avoir un petit arôme de- d'ananas, et ainsi de suite. Là. C'est un mélange de plein d'affaires qui fait que... Ben, c'est la levure qui va faire travailler le jus de raisin. Dans le fond, la levure qui travaille sur le jus de raisin, que elle va vraiment faire exprimer tout dépendant dans quel secteur du raisin. T'sais, si tu veux, si tu aimes les vins qui sont beaucoup plus minérales ou plus florales, ben, il y a des levures qui vont faire exprimer le côté plus minéral ou le côté plus floral. Fait que c'est à force de faire des tests, d'en vinifier, que tu viens
de un, connaître ton raisin, puis de deux, connaître les levures que tu veux faire, le type de vin que tu veux faire. Un cépage, ça, c'est une année, ça, dans le fond? C'est. Le cépage, c'est la sorte du raisin. OK, la sorte du raisin. Exemple, comme moi, mettons, j'ai du Ah, c'est la Saint-Papin. cuvée, c'est une année, ça. La cuvée, c'est un année. OK, Ouais. c'est ça. Le Dire- cépage, c'est la sorte du raisin Ouais, qui revient à chaque année. exactement. OK. Il peut-tu changer de goût? Il peut-tu changer, mettons, ou c'est tout le temps le même qui. Ben, comme que je te dis, ça va être vraiment le fait de... Si je change de levure, qui va vraiment s'exprimer différemment. Mais une cuvée, comme que tu viens de dire, bon, ben on dit une cuvée, bien souvent, ça c'est année après année. La cuvée 2012 a été extraordinaire. C'est l'année 2012 de ce Saint-Papin-là, ça a été une cuvée, mettons, extraordinaire, ainsi de suite. OK. Puis c'est ça qui fait qu'il détermine le prix, quoi? Mettons. Oui, mettons, bien souvent, ça va... Oui et non. Un petit vignoble comme moi, non. Un gros vignoble, oui. Pourquoi? Parce que dans mon cas, à moi, dans un petit vignoble, bien souvent, exemple, tout mon raisin blanc, je l'ai tout mis ensemble parce que de un, j'ai pas assez de quantité, puis de deux, j'aurais peut-être même pas assez de quantité de cuve pour dire tout séparé. Pourquoi un gros vignoble? C'est que quand tu tombes, je sais pas moi, avec 50 000 vignes, ben, tu peux te permettre de dire, bon, ben, tout le Saint-Papin va ensemble. Tout le Frontenac Noir va ensemble, ainsi de suite. Et après ça, tu vas faire des assemblages que là, tu es capable de te permettre, hey, cette année-là, là, ça a été vraiment extraordinaire parce que tu peux la garder 100% juste cette cuvée-là, ainsi de suite. Chose que moi, je suis pas encore capable de me permettre. Ton vignoble qui est situé à Pintendre. Oui. T'as développé comme une salle de spectacle, une salle de location pour faire du spectacle, ces affaires-là. Tu peux-tu m'en dire plus? Parce que moi, je suis allé puis j'ai adoré. Là. Oui. Ben, dans le fond, nous, on a acheté le vignoble en 1997. Non. Wow. Le vignoble existe depuis 1997. Ouais. C'est mieux de même. Parce qu'en 1997, je n'étais pas tant vieux. On a racheté le vignoble en 2021. Et quand on a acheté le vignoble, il y avait déjà une salle de réception sur place. OK. L'ancien propriétaire faisait un petit peu de réception, mais pas beaucoup. Puis nous, ben, tant qu'à avoir une très belle salle, tu l'as vu. Oui. Une salle qui est très rustique, champêtre. Ah oui, j'adore. On est en nature, qui est vraiment plaisante. Ben, on s'est greffé des personnes pour mieux l'exploiter. Fait que j'ai Nicolas Gignac là, avec nous, que lui, il nous loue la salle pour que lui puisse se produire en spectacle. Lui, il fait des shows de magie. Il est venu au Puis- podcast la première saison. Oui, en Ouais. plus. Ben, Fait dans le dernier épisode de la OK. saison 1. Ouais. un chic type, sérieusement, là, grâce à lui, qu'on la loue beaucoup, beaucoup plus, puis qu'on fait de nouveaux événements aussi avec lui. Fait que, tu sais, lui, on a nos soirées d'humour avec lui, soirée magie. On va closer avec la soirée Halloween. Fait que lui, il va faire une partie magie, partie humour, puis après ça, on finit ça avec un DJ. J'ai bien aimé la poutine, la sauce, là. Ouais, ben, dans le fond, le food truck, c'est nouveau de l'année passée. Non, c'est nouveau de cette année, qui est là à 100%. C'est ça. Vu qu'on fait beaucoup d'événements, ben, on commence à avoir une demande de vouloir manger sur place. Fait que vu que ma conjointe, elle a elle a une concession de cafétéria à l'école de Saint-Charles. Fait que elle, avec elle, ben, c'est elle qui gère tout le food truck. Fait que, tu sais, on a de la poutine, on a des ailes de poulet, des chips chaudes, tout ce qui est congelé, qu'on perd pas parce que le food truck n'est pas toujours ouvert. Fait qu'on l'ouvre juste pour nos événements. Fait que ça nous permet de mieux divertir le monde et d'accommoder le monde aussi. Moi, j'ai aimé le concept. On arrive, on prend un petit verre, on mange une poutine. Là, tu arrives, tu nous fais déguster tes produits. Ouais. Puis le spectacle. Après ça, on prend un verre, on retourne à la maison, tout le monde est heureux, j'ai bien adoré. Mm. Le Nordais, c'est ça? Oui, exactement. Ça vient de où, ce nom-là? Existait-tu avant? Ou bien? Le Nordais, il existe. C'est l'ancien propriétaire qui l'a choisi. C'est un... tu
Tu sais, on dit que quand il vend du nord, du nord-est, là, il vend nord-est, il fait fret. Chez nous, je vous le garantis qu'il fait fret en tabarouette. Ouais. Fait que l'ancien propriétaire est resté dans cette thématique-là. Nous, quand on a racheté le vignoble, on a continué de garder le nom. Puis tous nos noms de vin, on a resté dans la thématique des noms de vin. Fait que comme qu'on peut voir ici, le vin rouge, là, le Ciron, lui, c'est le dieu du nord-ouest. Le vin blanc qu'on avait en dessous de la table, le Williwa. C'est pas tous des noms de vin du Québec, là. Le Williwa, c'est un vent fort redouté par les marins dans le coin de la Sibérie. Fait qu'on a vraiment resté là, dans la thématique là, des noms de vin. Fait que, Ah, j'adore le rouge. Celui ici il est bon, là. ouais. Mais écoute, t'as-tu d'autres sortes ou t'as Oui. juste ça? Non, j'ai 2 blancs, j'ai 3 rouges. Ok. Habituellement, j'ai un rosé. J'ai 2 fortifiés. Un fortifié rouge style Porto. Un blanc style Pinot de Charente. Après ça, on tombe dans notre gamme de spiritueux. On a un eau de vie de raisin qui va se rapprocher d'une grappa. 3 sortes de gin. Un fruité épicé, un floral, un résineux. Et on a un brandy aussi. On peut les retrouver où, ces produits-là? On peut-tu les commander en ligne? On peut-tu. Pas encore. OK. Pas Ça encore. s'en vient. Ça s'en vient. On travaille sur notre site là, pour être capable d'en vendre en ligne. Mais présentement, tout est vendu à 98% sur place. Aïe, aïe. Parce que avec l'événementiel, on réussit tellement à apporter de monde qui fait en sorte que on réussit à vendre toute notre production. Je vais vous avouer qu'on n'a pas une si grosse production que ça. Là. Vignoble Nordais, on est aux alentours de 8000 pieds de vigne. Donc, on fait environ aux alentours de entre 8 et 10 000 bouteilles par année. Aïe, aïe. Ouais. Tu réussis à les vendre quasiment dans ton 98. hiver. Ouais. J'ai 4 points de vente. J'en ai 2 à Lévis, un dans Bellechasse, puis un IGA à Chauveau, à Québec. Sinon, je peux pas me permettre d'en mettre ailleurs parce que bien souvent, quand j'arrive au mois de janvier, ben non, fin décembre, avec tous les marchés de Noël, on finit qu'on a quasiment plus de bouteilles, qui fait en sorte que une partie de l'hiver, là, j'en ai pas beaucoup à vendre. Fait que là, on travaille sur le nœud pour être capable de le mettre prêt C'est pour le beaucoup. printemps, pour Ouais. continuer à servir le monde. C'est-tu utile de dire le prix? C'est-tu pertinent de Non, j'ai dire? aucun problème avec ça. Nos bouteilles de vin, taxes inclus, on les détaille 22. OK. Le prix d'une bouteille va toujours varier d'un vignoble à l'autre, tout dépendant de la production qu'ils ont. Fait que la production est toujours basée par rapport aux frais fixes. Qu'est-ce que ça te coûte à faire par rapport à qu'est-ce que ça te rapporte. Fait que moi, j'ai aucun problème à le dire. Là. Je suis très à l'aise. Puis taxes inclus, nos bouteilles de vin, 22 $. Là, tu as une femme qui t'appuie là-dedans, qui est aussi passionnée que toi. Oui, Euh, ma conjointe, Jessica Corriveau, on a 4 beaux enfants. ouais, c'est ça. La vie familiale, elle doit être super parce que les enfants ont les parents à la maison tout le temps. Là. Définitivement, on a 4 beaux enfants qui, au quotidien, ils nous aident. Je vous garantis pas que quand on est en événementiel et qu'ils sont tous dans la maison, que la maison est clean cut. Là. Maintenant, il faut avoir des laissés-aller. Mais non, sérieusement, nos enfants nous appuient là-dedans. Ma conjointe est toujours avec moi. Même les enfants viennent nous aider à l'événementiel. Là. Des fois, on fait des clés en main. Fait que les enfants mettent la main à la pâte. Là. Des fois, j'en ai c'est même cool. qui m'aident en arrière du bar. Là, même s'il ne faut pas trop le dire. Mais avec tout ça, là, toutes ces belles années, là, ça a-tu déjà arrivé à un moment donné où tu as dit j'ai le goût de tout lâcher? Là? Ah, oui. On va t'avouer l'année passée. L'année passée, j'ai une grosse. Tu sais, on a travaillé toute l'été, on n'avait pas tant d'employés, on a fait énormément d'événementiels. Puis là, j'ai pogné mon fond du baril en voulant dire un épuisement professionnel. Là. OK. J'avais jamais vécu ça. Puis, sérieusement, là, ça a été dur d'en parler. Ça a été dur de m'ouvrir les yeux. Puis, à un moment donné, j'ai parlé à une personne. J'ai fondu en larmes. Puis, c'est là que j'ai fait « OK, Big, t'as un problème. Là, faut que tu fasses de quoi. Là. Faut te prendre un break. Faut que tu prennes un break. Faut que, puis, tu sais, c'est pas à cause que tu travailles fort, que même si tu veux pas d'employé, tu sais,
on avait eu une très belle saison, mais financièrement, ça a été difficile aussi. Fait que c'est un amalgame de vraiment tout ça qui a fait. OK, là, faut faire de quoi? Faut se restructurer, faut structurer émotionnellement. Faut dire, bon, ben, on peut pas être tout seul faut jamais être tout seul dans tout ça. Tu as réussi à aller chercher de l'aide. Oui, on a réussi à aller. Ben, ma blonde m'a appuyé Ouais. énormément. En réalité, une vie de couple, c'est un peu ça. Là, quand il y en a un qui s'en va vers là, l'autre est là pour l'aider et vice-versa. Mais c'est ça, à force d'en parler, on est allé chercher du monde pour vraiment être capable de s'épauler comme il faut, puis de dire on continue, puis il faut continuer à avancer. Puis là, ben, c'est parti pour On en repart. jamais arrêter. Il faut repartir. Là, Qu'est-ce qui est le fun, c'est que bien souvent, quand tu es en épuisement de même, tu vois beaucoup moins de choses. Tu te renfermes, tu vois plus rien. D'un coup que tu es libéré de tes chaînes, comme qu'on peut dire, ben là, je recommence à travailler sur des nouveaux produits, l'imagination revient, beaucoup plus d'enthousiasme qui va faire en sorte que si on veut continuer à avancer, continuer à monter, ben Cette épreuve-là t'a rendu plus fort. ouais, chaque épreuve nous rend toujours plus fort. Mettons, là, je veux m'acheter un vignoble. C'est quoi le conseil que tu me donnerais, mettons? Question à 1000 pièces. Ouais. Tout d'abord, d'être passionné Oui. partant. Être passionné, mais sérieusement, c'est d'avoir des très bons appuis financiers. Soit que tu en as, soit que tu vas en chercher pour dire regarde, j'ai un projet, je veux me rendre là dans tant de temps, mais pour se rendre là dans tant de temps, des fois, tu vas avoir besoin d'appuis financiers solides pour y arriver. Mais tu sais, un vignoble, on peut pas claquer des doigts et te dire hey, ça va être rentable là, parce que de un, il peut t'arriver 56 000 choses d'un champ. Tu sais, tu peux avoir une année de grêle, plus de récolte pantoute. Tu fais. Il n'y a pas d'assurance récolte encore. Non. Fait que, tu sais, l'année que tu as eu une année de grêle puis que tu as zéro récolte, ça s'appelle que tu as travaillé toute ton été pour ça. Ouais. Fait que faut que tu aies les reins solides pour être capable de passer au travers. Après ça, si tu n'as pas nécessairement toutes les connaissances ou c'est pas toi-même qui fais le vin, ça te prend un œnologue ou un vigneron qu'il faut qu'il fasse le vin, encore là. Si tu dis, ouais, je suis passionné, mais que je suis pas à l'aise de le faire, que tu payes quelqu'un, puis que cette personne-là a mal fait sa job, tu peux scraper une batch de vin encore. Fait que c'est beaucoup de petites choses que, soit que tu pars vraiment petit, que tu y vas graduellement, mais encore là, je te dirais, le plus grand conseil, il faut quand même que tu ailles les reins solides en arrière de tout ça. Ouais. Okay. Je vais laisser ça Puis ça à des gens passionnés comme ça toi. veut pas dire que je suis millionnaire encore. Là. Je suis loin de ça. Là. On est parti de loin, mais regarde, on réussit petit peu par petit peu, puis on travaille fort pour y arriver aussi. Si on veut t'encourager, si le monde veut aller te voir au vignoble. Le vignoble, je te dirais qu'éventuellement, le site va devenir transactionnel. OK. Ça va nous ordonner une plus grande chance d'être capable de desservir un petit peu plus le Québec. Mais sinon, pour l'instant, là, venez me voir. Ouais. Venez faire un tour. Venez voir le vigneron en chef. Les spectacles, ils terminent quand? Dans le fond, la saison est pas mal avancée, je vous dirais. Le dernier spectacle qui nous reste, ça va être le 1er novembre. On close avec la soirée Halloween. OK. Puis ici, une journée familiale, c'est vrai, le 31. Et là, je suis pas capable de le dire précisément. Là. On fait une journée Halloween familiale qui n'a pas de prix d'entrée. Là. Le concept, c'est on a maquilleuse, jeu gonflable, le food truck est ouvert, ainsi de suite. Là. Fait que c'est vraiment là, axé sur les enfants. Les parents peuvent vendre une consommation, goûter à notre bon vin, bien sûr, puis avoir bien du plaisir. Allez sur le site internet, page Facebook. Page Facebook, principalement. Merci, Sébastien. Ça me fait plaisir, Lefty. Au plaisir.